je suis Laure de Biasi, je travaille à l'Institut Paris Région, qui est l'agence d'urbanisme de la région Île-de-France. Il y a eu donc un essor, on va dire, de l'agriculture urbaine dans les années 2000-2010, avec un point un peu phare autour de 2014-2015. Donc c'est une agriculture qui va intéresser un nombre croissant d'acteurs, aussi bien les porteurs de projets que les gens qui vont accompagner ces projets, que les collectivités, la recherche, tout un écosystème finalement, avec des questions essentielles en termes d'aménagement. On a parlé du changement climatique, finalement à la croisée des enjeux entre tout ce qui va être social, économique et évidemment environnement. Et puis c'est un environnement mouvant, avec un écosystème d'acteurs, plein de lieux aussi différents, on en reparlera. Et puis parfois une pérennité qui est un peu mise à mal, j'ai envie de dire, puisqu'on a aussi un pan de l'agriculture urbaine qui peut s'installer en termes d'urbanisme transitoire, par exemple avant l'apparition de nouveaux projets. Peut-être moins sur les toits, mais quand c'est en pleine terre, ça pose aussi question. Et donc nous, en tant qu'institut d'aménagement et d'urbanisme, on traite de tous les pans de l'aménagement, aussi bien l'économie que les transports, la planification, l'environnement, je vous en dis. Et donc il nous a paru important d'avoir une meilleure connaissance, comme on l'a dit, c'est un sujet assez récent, et un suivi en fait de ces questions d'agriculture urbaine pour accompagner les différents acteurs et notamment les collectivités qui vont avoir à mettre en place, qui ont déjà mis en place des politiques pour promouvoir, encadrer, accompagner ces nouvelles formes d'agriculture urbaine. Donc qu'est-ce qu'on fait nous à l'Institut Paris Région sur ce sujet? On est en train c'était quelques années, mais là ça se concrétise vraiment, de créer un observatoire de l'agriculture urbaine où on essaye de recenser toutes les formes d'agriculture urbaine qui existent en Île-de-France. Donc on va en reparler. C'est tout frais puisque là on s'est associé avec l'AFOP, l'Association française d'agriculture urbaine professionnelle, cet été. Nous on avait déjà un inventaire des jardins qui était assez fourni et puis on essayait par nos propres moyens, en travaillant avec les différentes associations et porteurs de projets, de regarder ce qu'était agriculture urbaine professionnelle. Et donc là on a réuni les différentes bases de données pour avoir une vue un peu plus globale. Donc c'est un peu un scoop. On n'a pas encore vraiment exploité les données. Voilà, on fait des études, on a des petites notes rapides que vous pourrez retrouver sur notre site. On en a déjà fait une sur l'agriculture urbaine, les différents types d'agriculture urbaine, ce que je vais vous présenter un peu aujourd'hui. Une sur les jardins. On a travaillé aussi pas mal avec un historien juste génial qui s'appelle Jean-Michel Roy, un historien de l'agriculture, sur l'histoire du maraîchage et des légumes en Île-de-France. Donc évidemment, il y a un lien, on va le voir, avec l'agriculture urbaine. On organise aussi des formations et puis un accompagnement des collectivités sur ces sujets. Donc je vous propose d'abord de vous faire un rapide petit historique de l'agriculture urbaine. On verra que ce n'est pas une histoire si récente que cela. Ensuite, comment définir l'agriculture urbaine? Tout d'abord, justement, le petit historique, moi je parlerais plutôt de renouveau de l'agriculture urbaine, puisque en fait, l'agriculture urbaine, ce n'est pas un mouvement qui est réellement nouveau. On pourrait même dire que c'est quelque chose de très très ancien, puisque en fait l'agriculture et les villes sont nées à peu près en même temps, il y a une dizaine de milliers d'années, même avant notre ère, et on retrouve en fait des formes d'agriculture vraiment intégrées à la ville. Déjà en Mésopotamie, par exemple à Uruk, on a des traces en 3800 avant Jésus-Christ de réseaux d'irrigation et de cultures qui étaient vraiment intégrées à la ville. Donc des choses qu'on savait déjà faire, qu'on perdurait beaucoup dans l'hémisphère sud et même dans l'hémisphère nord. L'agriculture imbriquée à la ville, c'était vraiment jusqu'au premier quart du XXe siècle la source de subsistance vraiment très très importante, avant qu'on aille chercher de plus en plus loin nos approvisionnements alimentaires. Donc voilà, faisons un saut dans l'espace et dans le temps, revenons à quelque chose qui est plus près de nous, 19e, 20e siècle. Cette agriculture urbaine, cette agriculture en ville, très liée à la ville, elle a connu une période faste
puis une période de déclin, et donc aujourd'hui on parle de retour ou de renouveau de cette agriculture urbaine. Donc le maraîchage, c'est évidemment une culture assez emblématique, qui existe depuis le Moyen-Âge, qui s'est vraiment développée sur des marais que l'on a asséchés pour pouvoir les mettre en culture. Et puis petit à petit la ville grandit, la population augmente, et donc la ville chasse les maraîchers. Le maraîchage d'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, mais les maraîchers avaient le droit d'emporter leur sol. Donc le sol qu'ils avaient amendé au fur et à mesure des années, ils l'emportaient avec eux et ils le remettaient là où ils s'implantaient de nouveau, pour vous montrer ce travail du sol aussi qui est vraiment intéressant. Là tout à l'heure on nous expliquait qu'ici on travaille en permaculture, donc avec un travail sur l'intensité biologique, j'ai envie de dire finalement, du sol et de la nature. Et les maraîchers de l'époque, ils avaient aussi une forme d'innovation permanente et d'intensification quelque part, puisque sur 1 mètre carré de sol, avec 1 mètre cube d'eau et 1 mètre cube de fumier, parce qu'à l'époque l'engrais c'était le fumier, on faisait 25 kg de légumes. Voilà, donc une période, je vous disais, faste, vraiment un essor de l'agriculture en ville, qui était une agriculture productive à l'époque. Je vous ai parlé du maraîchage, il y avait différentes façons de cultiver dans ou à proximité de la ville donc ces légumes qui nourrissaient tout simplement la capitale. Par exemple, vers 1850, la fameuse plaine des Vertus, donc qui est la plaine qui se situait autour d'Aubervilliers. Aujourd'hui, on a un peu du mal à imaginer que c'était une des plus grandes plaines légumières d'Île-de-France, de France, mais d'Europe aussi quand même. Elle nourrissait entre les 2/3 et les 3/4 de Paris en gros légumes, tout ce qui est carottes, pommes de terre, poireaux. Donc c'est quand même vraiment des quantités énormes. Et puis on a aussi, à la même époque, donc fin du 19e siècle, la naissance de tout ce qui va être jardin ouvrier. Donc c'est le paternalisme des entreprises qui développent ces jardins ouvriers, qui sont les ancêtres de nos jardins familiaux. Et donc voilà, aussi bien une agriculture professionnelle qu'une agriculture vivrière qui va vraiment monter en flèche. Ensuite, au milieu du XXe siècle, les maraîchers tant urbains que périurbains, on va dire, professionnels et amateurs, disparaissent progressivement. On a l'urbanisation, on a de l'industrialisation, on a des moyens de transport qui permettent de faire venir à plus bas coût des légumes de plus loin, et une agriculture qui se spécialise. Donc finalement, l'agriculture et la ville, qui étaient très proches, vont peu à peu se tourner le dos jusqu'à s'ignorer, voire, enfin c'est ça, plus que s'ignorer, se rejeter presque, chacun se spécialisant dans son domaine. Deux dates clés, 1958, c'est le départ des 2 derniers producteurs maraîchers de Paris. Donc jusqu'en 1958, il y avait encore des maraîchers dans Paris. Et de fait, tout cet écosystème va se réorganiser autrement, basé sur une agriculture de plus en plus grande et sur des importations. Et donc c'est aussi le déménagement des halles, parce que l'agriculture, c'est non seulement la production, mais tout le système après de commercialisation, distribution, marché, etc. Et donc le déménagement des halles de Paris vers Rungis. Donc après, le renouveau de cette agriculture urbaine. Alors ça fait un saut outre-Atlantique. C'est notamment à New York qu'il y a un mouvement dans les années 70 de réappropriation de tout ce qui était friche urbaine, donc plus un mouvement social, on va dire, de réappropriation de ces friches. Et donc avec la création des community gardens et un saut retraverser l'Atlantique pour revenir nous voir dans les années 90. Puis 2000 avec la création de tout ce qui est jardin partagé dans le nord de la France, avec le premier qui est créé à Lille, l'association Les Ajoncs, et puis après sur Paris, donc le développement de ces jardins partagés. Avec finalement des questions qui sous-tendent ce retour, ce renouveau, des questions sur la relocalisation alimentaire, évidemment. Donc la crise alimentaire de 2008, les émeutes de la faim en 2010,
puis plus récemment le Covid. Tout ça, ça amène quand même à s'interroger sur à la fois notre approvisionnement, d'où il vient, qui le contrôle, comment tout cela fonctionne, et puis aussi en termes de lien social. On a bien vu avec le Covid que finalement pouvoir avoir un lien entre nous, un lien avec la nature, un lien à notre approvisionnement alimentaire, c'était quand même vital, c'est le cas de le dire. Et puis aussi des réflexions sur tout ce qui est renaturation des villes. On parle beaucoup du ZAN, du zéro artificialisation nette, tout ce qui est donc biodiversité. Donc là, malheureusement, avec l'effondrement de la biodiversité, avec le changement climatique, on se pose de plus en plus de questions, on essaye de réagir ou pas. En tout cas, l'agriculture urbaine est un moyen pour se réapproprier cette nature, retrouver du lien, retrouver du sens et avoir une ville, essayer d'avoir une ville un peu plus vivable et durable. Et puis un point aussi que je trouve intéressant, c'est que nos pratiques alimentaires ont aussi pas mal évolué avec une montée du bio, une montée des circuits courts, une montée de tout ce qui est végétalisation. Et fait nouveau dans le dernier recensement de l'agriculture qui est paru en 2020, là c'est tous les 10 ans les recensements de l'agriculture, pour la première fois depuis plusieurs décennies, les légumes réaugmentent. Le nombre d'agriculteurs spécialisés en maraîchage et les surfaces allouées au maraîchage ont doublé, ce qui ne s'était pas vu depuis des décennies. Sur l'île de France ? Sur l'île de France. Donc c'est pas que une vue d'esprit, c'est vraiment quelque chose. Alors je vous dis ça, c'est 2020, la crise Covid est passée par là. Sur le bio, on voit bien que ça patine un peu, on va dire. Voilà, donc bon, faut aussi, j'ai pas de boule de cristal, mais et même si l'envie est là, parfois le porte-monnaie n'est plus là. Donc il faut prendre en compte toutes ces considérations. Tout ça pour vous dire finalement, l'agriculture urbaine, c'est quoi? Pour nous, on retient une définition qui est très simple, c'est l'agriculture qui est dans la ville et pour la ville. Donc vraiment en intramuros ou en périphérie, mais qui va venir nourrir la ville. Donc si on veut développer un petit peu, là je vous indiquais une définition un tout petit peu plus complète, c'est l'agriculture située dans la ville ou à sa périphérie, et dont les produits et les services sont principalement destinés à la ville. Les ressources utilisées, aussi bien le foncier que l'eau, que l'énergie, que la main-d'œuvre, sont en complémentarité ou parfois en concurrence avec la ville. Donc finalement, ce qui est intéressant, c'est que ça va être une multiplicité de formes d'agriculture urbaine. D'ailleurs, souvent, moi je dis qu'il n'y a pas une agriculture urbaine, mais plutôt des agricultures urbaines. Et on va avoir des systèmes qui sont soit marchands, soit non marchands, soit mixtes. On va avoir donc des lieux qui sont très différents, soit en pleine terre, dans des champs tout simplement, ou des délaissés, ou sur dalles, ou sur toits comme ici, ou dans des parkings, ou sur des murs, enfin vraiment toute une diversité de lieux, des supports aussi qui vont être très différents, soit c'est en pleine terre, soit c'est en hors-sol, avec différents systèmes de hors-sol, ça peut être des bacs, avec des couches de terre recréées, ou bien tous les trucs en ponie, aéroponie, hydroponie, aquaponie, voilà. Ça peut être aussi donc, des systèmes de distribution très différents, ça peut être en cueillette, en troc, dans les jardins il y a pas mal de troc, sur les marchés. Maintenant la grande distribution aussi est de plus en plus friande, on va dire, de ces circuits ultra courts et de l'agriculture urbaine. Une diversité de production aussi, tout ce qui est légumes, on en a beaucoup parlé, mais il y a de plus en plus aussi d'élevage qui se développe. Ça peut être des champignons pour ce qui est en parking par exemple, tout ce qui est ombrophile. Et puis aussi un écosystème d'acteurs, que ce soit les habitants, les associations, les agriculteurs, les porteurs de projets, les collectivités, donc la recherche. Voilà. Donc vraiment une multiplicité de formes. Donc ce qui m'incite à dire plutôt des agricultures urbaines qu'une agriculture urbaine. Donc on avait travaillé avec AgroParisTech à une sorte de typologie qui, comme toute typologie, évolue en permanence. Donc c'est une forme de classification de l'agriculture, des agricultures urbaines, on va dire, qui a déjà un peu évolué dans nos réflexions. Donc on avait, si on part du principe que c'est l'agriculture qui est dans et pour la ville, finalement dans une acception un peu large, on inclut aussi l'agriculture périurbaine qui va venir fournir des produits ou des services à la ville. En ce sens, on va inclure tout ce qui est circuit court.
Voilà, donc des fermes qui vont être proches de Paris, mais qui vont venir nourrir, enfin je dis Paris, le cœur d'agglomération, c'est là que se concentre la population, et qui va venir nourrir cette ville. Donc les circuits courts, dans le recensement de 2020, c'est 985 exploitations. Donc c'est 22% des exploitations franciliennes qui pratiquent des circuits courts. Donc c'est quand même pas anodin et c'est en forte augmentation. Ensuite, deuxième catégorie d'agriculture urbaine, on va avoir tout ce qui est jardin collectif. Donc dans les jardins collectifs, on a les jardins familiaux, les jardins partagés, les jardins d'insertion, les jardins thérapeutiques, les jardins pédagogiques, etc. Je vous en reparlerai un peu après. Ensuite, on va avoir tout ce qui est micro-fermes multi-activités, on peut appeler aussi les fermes participatives, un peu comme ici, je pense, on va voir dans quel modèle ils se ressentent le mieux. Ensuite, on va avoir tout ce qui est ferme urbaine spécialisée dans la production, donc ça peut être soit des serres, soit des systèmes indoor, soit d'autres modèles, mais souvent c'est plutôt ces modèles-là. Et puis enfin, le dernier pan, ça va être tout ce qui est agriculture urbaine individuelle, donc soit tout simplement ce qui est jardin, poulailler, jardinière sur son balcon, ou aussi les agricultures qu'on voit se développer, les micro-agricultures, genre les incroyables comestibles, qui vont venir peupler nos angles de trottoir. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ces différents types d'agriculture urbaine, donc on voit déjà des choses qui sont vraiment très très différentes entre un système indoor dans un parking avec un environnement complètement contrôlé, high-tech, et un lieu comme celui-ci ou un lieu en pleine terre. Par exemple, pour la biodiversité, ça n'aura rien à voir. Il y en a un qui est en lien avec tout simplement la nature, l'air, l'eau, et puis l'autre où l'environnement est complètement contrôlé. Donc en fonction du type d'agriculture urbaine que l'on aura, le lien social, toutes les dimensions finalement économiques et sociales et environnementales auront des gradients très très différents. Et ça c'est vraiment important à retenir, je pense, parce que on ne peut pas dire l'agriculture urbaine c'est bien pour la biodiversité. Certaines formes d'agriculture urbaine sont formidables pour la biodiversité, d'autres n'ont pas de lien finalement avec le monde extérieur, très peu. Voilà, sur les fonctions sociales, elles ont été un petit peu déjà évoquées, tout ce qui va être pédagogie, lien social, événementiel, etc. Donc ça c'est vraiment très intéressant. Sur les fonctions environnementales, c'est pareil, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Tout ce qui va être évidemment par rapport à l'eau, le recyclage des déchets urbains, le rôle d'îlot de fraîcheur, qui est très intéressant aussi, la récupération de chaleur et l'isolation des bâtiments. Donc vraiment des rôles très divers qui sont intéressants, mais encore une fois selon les formes d'agriculture urbaine qui seront plus ou moins développées. Et pareil, le rôle économique, donc la production en tant que telle, qui a des gradients variables, mais aussi du coup l'activité pour les villes, l'emploi évidemment, l'insertion, ça variait selon les modèles d'agriculture urbaine. Alors, la localisation de ces agricultures urbaines en Ile-de-France. Finalement, l'agriculture urbaine, elle se concentre plutôt en ville, ça tombe bien parce que c'est le nom qu'elle porte. Voilà. Et je vous avais... donc là, il y avait toutes les formes d'agriculture urbaine qui étaient regroupées sur la même carte pour montrer juste qu'il y avait un petit mouchetis de points de toutes les couleurs, donc de toutes les formes. Des AMAP aux jardins collectifs, aux formes d'agriculture urbaine plus professionnelles. C'est une carte un petit peu ancienne qui date de 2018, parce que comme je le disais avec l'Observatoire, on est en train de tout réactualiser et on n'a pas fait encore la carte 2023 de l'agriculture urbaine. En 2015, en 2019, il y a une petite actualisation en 2021. Donc aujourd'hui en Ile-de-France, on a 1300 jardins collectifs, donc c'est quand même pas rien. 1300 jardins collectifs sur environ 800 hectares. Ce sont donc c'est des jardins qui sont en très forte augmentation. On a eu plus 30% entre 2015 et 2019, même si la surface globale a diminué. Donc ça veut dire plus de jardins sur une moins grande surface globale, donc des jardins plus petits. Et ça atteste de deux choses. La première, c'est les difficultés à mobiliser pour trouver du foncier. Et la deuxième, c'est l'aspect transitoire dont je parlais tout à l'heure, puisque ces jardins, pour une part,
peuvent être amenés à disparaître pour mettre des projets urbains à la place. Donc ce sont majoritairement des jardins familiaux, c'est 54% des jardins collectifs qui sont des jardins familiaux, et ils représentent 80% de la surface des jardins collectifs, donc, voilà, avec une taille moyenne de 9000 mètres carrés par jardin. Et ensuite c'est les jardins partagés, donc là c'est 26% du nombre de jardins, avec une surface moyenne de 730 mètres carrés. Ceci dit, on a de plus en plus une hybridation entre ces deux formes, donc on va avoir des jardins familiaux qui se mettent à avoir des parcelles collectives, et inversement on a des jardins partagés qui se mettent à avoir des parcelles individuelles. Donc, je vous parlais tout à l'heure des nomenclatures, des typologies, bon, voilà, est-ce que ça a encore un sens? Oui, dans l'historique, dans la façon de faire, mais de plus en plus on a des formes hybrides. Et ensuite, en ce qui concerne un autre zoom sur l'agriculture urbaine professionnelle, donc c'est le travail avec la FOP qu'on a engagé, je vous disais, cet été. On a recensé environ 270 fermes urbaines professionnelles. Donc grosso modo, c'est moitié-moitié entre des fermes urbaines spécialisées, où la production va donc représenter plus de 50%, on va dire, des revenus, et moitié-moitié avec des fermes urbaines participatives, où il y aura un modèle économique qui est basé non seulement sur la production, mais aussi sur tout ce qui est pédagogie, événementielle, etc. Une concentration dans le cœur de l'agglomération et surtout à Paris. Et ce qu'on a regardé aussi, c'est où étaient situées ces structures d'agriculture urbaine professionnelle. Donc la moitié sont sur les toits, voilà, donc ça tombe bien qu'on soit ici aujourd'hui. Un tiers est au sol et le reste est en indoor ou sur les murs. Donc ça c'est pareil, dans la relation à l'environnement, c'est pas pareil qu'on se trouve en hauteur sur une toiture, alors ici on n'est pas très haut, mais ça peut être sur des bâtiments de très haut, ou bien au sol, ou évidemment en indoor. Voilà pour ce tour un petit peu théorique, on va dire, mais quand même assez complet, je pense, de l'agriculture urbaine aujourd'hui en Île-de-France. Quelques points que j'aimerais souligner en guise de conclusion. Tout d'abord, voilà, on parle beaucoup d'agriculture urbaine, mais attention à ne pas oublier l'agriculture rurale et l'agriculture périurbaine, bien sûr, qui nourrit, j'allais dire qui nourrit majoritairement les citadins. Non, même l'agriculture totale de l'Île-de-France ne nourrit pas l'Île-de-France. Mais par rapport à l'agriculture urbaine, évidemment, c'est une production qui est quand même plus importante. Tout ça pour dire qu'il ne faut pas opposer les systèmes, il faut que l'agriculture urbaine, périurbaine et rurale travaillent main dans la main et préserver toutes les formes en fait, de l'agriculture. Ensuite, il me semble important de développer l'agriculture urbaine dans la diversité de ses formes. On a vu qu'il y avait plein de fonctions différentes. Comment faire sur des surfaces qui sont réduites, encore plus en ville, pour tout concilier. Et enfin, l'aspect polymorphe et multifonctionnel est une richesse, mais il faut veiller à développer une agriculture urbaine qui permette de rendre la ville plus durable et plus vivable. Donc on a parlé de lien social et d'insertion, ça me paraît essentiel. On a parlé du rôle environnemental. Donc nous, personnellement, on plaide plutôt pour la pleine terre, tant que c'est possible, évidemment sur toit c'est pas possible, et l'utilisation de ressources responsables. Et là aussi il y a des interrogations qui sont soulevées, notamment celui de l'acceptabilité. Est-ce que les gens qui veulent plus de naturalité sont prêts à aller vers des systèmes high-tech par exemple? Et l'autre point de questionnement, c'est pour faire un lien avec l'exposé d'après, c'est celui notamment qui concerne les pollutions, pollution des sols, pollution de l'air. Comment est-ce que la recherche et après les porteurs de projets et nous tous pouvons gérer aussi ces questions.